La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est un podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. La vie d'un homme est courte, mais son nom ne s'oublie jamais. Citation japonaise. Et c'est grâce à cette citation que je vais vous faire découvrir les 3 acteurs du podcast aujourd'hui. Il y en a 3. Il y a un Belge, un Français et un Japonais. Le Belge, c'est moi. Et j'interviewe un Français qui a eu la bonne idée de raconter l'histoire d'un Japonais. Donc, nous avons comme invité un réalisateur qui vient de sortir un film qui s'appelle Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Un film qui raconte l'histoire du soldat Onoda qui a passé 10 000 nuits, donc 30 ans, sur une île des Philippines. Pourquoi ? Comment ? Eh bien, je n'ai qu'une chose à vous dire, allez voir le film. Et tout de suite, je vous propose de tendre le micro au réalisateur français, donc Arthur Harari, et je lui ai demandé en 2 mots, de nous parler du parcours qui l'a amené à être réalisateur. Je voulais faire des films depuis que j'étais enfant, avec mon grand frère qui est maintenant chef opérateur. Et j'ai été à l'université, en cinéma, pendant 3 ou 4 ans. Et puis j'avais commencé déjà au lycée, puis ensuite à la fac à faire des courts-métrages un peu amateurs comme ça, et avec mon frère toujours. Et puis j'ai fait un premier film un peu plus avec un peu d'argent, et puis un deuxième avec une société de production. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des films. Et puis j'ai fait un long-métrage en 2016 qui s'appelle Diamant Noir. Et voilà, et ça c'est mon deuxième film. Le cinéma, c'est cette famille alors ? Disons que je partage ça avec mon frère, et puis il se trouve que mon grand-père était un acteur aussi de théâtre et de cinéma et de télévision, et metteur en scène, et tout, donc il nous a raconté beaucoup d'histoires. On a baigné un peu là-dedans. Oui. Un réalisateur, c'est quoi dans le fond ? C'est quelqu'un qui veut raconter une histoire, je crois, et puis les moyens qu'il a pour le faire, c'est ceux-là, mais d'abord c'est quelqu'un qui, moi je le conçois comme ça, quelqu'un qui veut raconter une histoire et qui a besoin de beaucoup de monde pour la raconter. Est-ce que votre expérience d'acteur a influencé votre métier de réalisateur ? Oui, moi je suis pas acteur, hein. J'ai joué un peu ici et là, mais c'est vraiment pas mon métier. Mais est-ce que ça a pu influer sur mon rapport avec les acteurs ? Le fait de sentir ce que ça signifie d'essayer d'être juste et d'essayer de faire avec ce qu'on est. Comment est venu le déclic pour réaliser ce film sur le soldat Onoda ? Je voulais faire un film d'aventure depuis très longtemps et je cherchais un sujet, je ne trouvais pas. Et mon père a évoqué cette histoire un peu sous la forme d'une boutade en me disant si tu cherches de l'aventure, il y a cette histoire-là. Je la connaissais pas et je me suis intéressé et elle m'a fasciné, elle m'a vraiment attiré tout de suite. Et vous ne l'avez jamais rencontré en fait, ce soldat Onoda ? Non, il était vivant au moment où je me suis intéressé à cette histoire et où j'ai décidé d'en faire un film en 2013. Mais il est mort l'année d'après, donc je me suis posé la question d'aller le voir au Japon. Et puis sa mort a résolu la question. Il a en fait écrit un livre qui raconte son histoire. Vous l'avez lu ce livre avant de réaliser le film ? Oui, j'ai lu ce livre, mais après avoir écrit le scénario, je l'ai lu avant le tournage, mais il n'existait pas en français à l'époque. Maintenant, il a été traduit, mais je l'ai lu en anglais. Mais tardivement, j'avais déjà tout écrit. Avant de vous lancer dans le scénario, est-ce que vous aviez une connaissance de la culture japonaise ou du cinéma japonais ? Du cinéma japonais, oui, mais de la culture japonaise, en dehors de mon rapport au cinéma, qui était très fort à travers quelques réalisateurs, et quelques mangas aussi. Je suis un lecteur de mangas, mais d'un type de manga assez particulier, des mangas réalistes, des mangas intimistes, autobiographiques notamment. Je ne connaissais pas le Japon, je n'y avais jamais été, je n'avais jamais lu un livre, un roman japonais, enfin je n'avais pas de rapport particulier au Japon. Non. Après avoir réalisé ce film, est-ce que ça vous donne envie d'aller visiter le Japon ? Alors j'y ai été pour les besoins du casting, du tournage, etc. J'y ai été plusieurs fois et c'est un pays qui maintenant me passionne et où j'ai des amis maintenant qui m'ont aidé et les acteurs qui sont devenus aussi des gens importants pour moi. Donc oui, j'ai un intérêt maintenant très très fort pour le Japon. Ouais. Est-ce que le scénario... Est-ce qu'il a été écrit avec l'idée qu'il devait être traduit en japonais ? Disons, c'était une évidence qu'il allait l'être, mais je l'ai un peu oublié au moment où je me suis mis à écrire, et notamment à écrire les dialogues. J'avais besoin de m'approprier ces personnages et ces situations, donc j'ai fait un peu comme si
il parlait français ou comme si moi j'étais un japonais qui parlait français. Enfin, c'était un drôle d'entre-deux comme ça. Pendant la première partie de l'écriture du scénario. Ouais. Et la sélection des acteurs, elle s'est déroulée comment ? Ça a été très long. Je travaillais à distance, moi en France et l'équipe de casting au Japon. Il y avait 3-4 personnes qui travaillaient avec moi là-bas. Ils réunissaient des acteurs après qu'on en ait discuté pour faire des essais. Et puis moi, de mon côté, je continuais à chercher un peu partout sur Internet des acteurs qui m'intéressaient. Et puis régulièrement, ou irrégulièrement, j'allais au Japon pour des sessions de casting on faisait des essais. Voilà, donc ça s'est étiré sur plus d'1 an. C'était un travail très long pour identifier quel type d'acteur je voulais. Voilà. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a des différences de mentalité ou de façon de faire entre des acteurs européens et des acteurs japonais ? Oui, évidemment, oui. Il y a une très très grande humilité chez les acteurs japonais, mais qui est aussi impliquée par leur statut presque social. Enfin, c'est un métier plus difficile au Japon qu'en Europe ou qu'en France, par exemple. Moins bien payé, moins considéré. Et donc, il y a moins de formation des acteurs aussi. Donc, ils sont assez... ils sont la plupart du temps autodidactes, ils travaillent énormément, mais de manière très autonome. Ils doivent être autonomes parce que sur les tournages qui vont très très vite au Japon, il n'y a pas beaucoup de prises, il n'y a pas beaucoup de communication avec le réalisateur, pas beaucoup de préparation avec le réalisateur, donc ils doivent être très préparés. Et ça, j'ai constaté à quel point ils avaient une force de préparation et de travail très impressionnante. Et par ailleurs, j'ai aussi constaté un engagement physique même de leur part extrêmement intense. Et vous pensez que les acteurs donc, de ce film, ils vont avoir envie, peut-être dans le futur, de plus travailler avec des réalisateurs français, belges ou européens ? Je pense quand le projet est arrivé pour eux, ils étaient très heureux parce que le cinéma japonais c'est un cinéma très fermé, très local. Et il y a des belles choses, mais la plupart du temps, les acteurs ne choisissent pas vraiment ce qu'ils font. Ils doivent travailler, puis ils font partie d'agences qui ne leur laissent pas trop le choix. C'est un système très différent. Ils appartiennent à l'agence. Et donc, le fait de travailler plus librement hors du Japon, avec un réalisateur qui n'est pas japonais, ça ouvrait des horizons qui répondaient pour eux, j'ai l'impression, à une envie de faire des choses, de découvrir des choses, de liberté, puis de s'exprimer. Enfin voilà, un acteur, c'est quelqu'un qui veut exprimer quelque chose. Et donc, oui, je pense que ça leur a donné envie de faire du cinéma, et pas que du cinéma japonais, mais c'est une envie qu'ils avaient déjà, je pense. Onoda, est-ce que c'est un film de guerre ou un film qui raconte une histoire, ou c'est un peu les deux ? Oh, c'est définitivement les deux. C'est un film de guerre, puisqu'il n'est question que de guerre de A à Z, mais la guerre, à proprement parler, n'est là que très peu de temps dans le film, et ensuite c'est un film sur des gens qui inventent une guerre, qui inventent qu'ils sont en guerre. Et donc là, ça devient une histoire, ça devient plusieurs autres types de films, un film de survie, un film de groupe, un film de famille, et presque un film de fantôme à la fin. Enfin, moi, je le vois comme un film, une histoire qui traverse beaucoup de genres. Est-ce qu'il a déjà été projeté au Japon ? Et si oui, est-ce qu'il y a des réactions et lesquelles ? Alors, il n'a pas été projeté au Japon, mais il a été montré à des Japonais, des gens qui sont plus ou moins proches de l'équipe, et des journalistes japonais l'ont vu à Cannes. Donc j'ai commencé à avoir des retours très forts, très émus, très intéressés, passionnés par des journalistes japonais qui évidemment reçoivent le film de manière spéciale par rapport à toute autre nationalité. Mais le film va sortir en début octobre au Japon, et c'est là où je verrai vraiment comment il est reçu. Et comment c'était perçu justement par ces Japonais le fait qu'un film qui raconte une histoire japonaise est réalisé par un Français ? Ils avaient conscience que c'était pas complètement un hasard si aucun Japonais n'avait fait ce film, parce que le sujet remue des choses assez complexes, en partie de l'ordre du déni ou voilà, il y a une difficulté à affronter toutes les questions liées à la fin de la guerre au Japon, et notamment cette figure d'Onoda qui est revenue 30 ans après et dont ils ne savent aujourd'hui plus exactement quoi faire, qui était en partie une figure idéologisée, j'ai envie de dire, par la droite nationaliste et militariste japonaise, par l'extrême droite pour le dire vite, japonaise. Et donc, c'est une figure où voilà, il y a une gêne par rapport à ça. Et ils étaient finalement très heureux du point de vue que je proposais, qui était un point de vue qui n'était pas un point de vue japonais, qui n'était pas un point de vue thématique ou
qui prendrait la question d'un point de vue historique, puis militaire, puis pour lentement arriver peut-être à l'individu Onoda, mais qui essayait de faire tout l'inverse, de se demander qu'est-ce que c'était comme expérience humaine, d'abord, que de vivre ça. C'est un sujet tabou alors au Japon, l'histoire de ce soldat Onoda ? C'est pas exactement un sujet tabou, parce que c'est une figure encore aujourd'hui assez légendaire, mais un peu oubliée quand même aujourd'hui par les jeunes générations. Et c'est la question de l'héroïsme qui est très compliquée avec Onoda. Quand il est arrivé au Japon, il a été considéré comme un héros officiellement. En fait, il y a eu des voix très discordantes qui ont dit que c'était pas un héros, parce que c'était une période de contestation politique très forte, les années 70. Et donc, c'est pas un tabou, mais c'est une forme de... Ça a un peu figé la possibilité de le représenter. La plupart des films de guerre contemporains qui sont faits, il y en a quelques-uns, au Japon, se fixent sur des figures pas du tout polémiques. Des officiers qui ont compris au dernier moment qu'il fallait arrêter le massacre. Il y a un film qui s'appelle L'Empereur en août, qui est un film sur les dernières heures du Japon avant la capitulation, et qui raconte comment un jeune groupe d'officiers a essayé jusqu'au bout d'empêcher la déclaration de reddition de l'empereur. Ce sont des films plutôt édifiants mais qui prennent l'histoire d'un point de vue actuel sur la question de la défaite. Onoda, moi, mon point de vue, c'était qu'il fallait essayer de complètement oublier le point de vue actuel et de se mettre à la place de cet homme à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez un petit peu résumer l'histoire ? Parce qu'on parle beaucoup du soldat Onoda, mais on aimerait bien savoir, ceux qui nous écoutent, ça raconte quoi ce film ? C'est donc l'histoire de ce soldat en 1944, un très jeune soldat qui a été envoyé sur une petite île des Philippines pour y réorganiser la garnison locale dans une guérilla dans l'attente de l'invasion américaine qui était imminente. Et en fait, il a effectivement embarqué quelques hommes avec lui, de moins en moins d'hommes, parce qu'ils se sont fait complètement décimer par les Américains. Et voilà, il a passé 30 ans sur cette île, d'abord avec 3, puis 2, puis un camarade, avec lequel il est resté pendant 17 ans, ce dernier camarade. Et il a fini en 1974 seul. Et il a fini par se rendre dans des circonstances assez incroyables, que je ne vais pas dévoiler, mais qui sont l'objet du film. Est-ce que ça pourrait encore se passer aujourd'hui ? On espère qu'il n'y aura plus jamais de conflit, mais si un jour des soldats japonais sont confrontés à la même situation, est-ce qu'ils réagiraient encore ? Donc, je parle de soldats de 2021, est-ce qu'ils réagiraient encore comme le soldat Onoda en 1944 ? Je crois que c'est pas possible de projeter ça aujourd'hui. Il n'y a plus d'armée active au Japon, il y a une force d'autodéfense, mais qui est extrêmement encadrée. Il y a des poussées un peu bellicistes du côté japonais. C'est pas le calme plat en termes politiques, mais on peut pas imaginer que ça se reproduira. Enfin, c'est un peu comme l'Allemagne. Je veux dire, la Seconde Guerre mondiale a été c'est un cliché de le dire, mais il y a un avant et un après. On peut plus imaginer. Par contre, des situations relativement comparables de déni, de défaite ou de peur, de paranoïa qui voient des gens se fuir et rester pendant des décennies dans la forêt. Enfin, il y a encore très récemment, il y a quelques années, au Vietnam, je crois, il y a un homme et son fils qui ont fini par sortir de la forêt, qui pensaient que la guerre du Vietnam continuait. Il y a eu des cas similaires dans beaucoup de coins du monde. En réalité, ça fait appel à des constantes humaines qui font que ça peut prendre des formes différentes et se reproduire. Oui. Grâce à ce film, vous avez été baigné en fait dans l'histoire du soldat Onoda. Est-ce que vous en avez retiré une sorte de leçon pour votre vie ou bien pour la vie des autres ? Non, je peux pas dire que j'en ai tiré une leçon. Pour moi, ça a été une espèce d'aventure. L'idée était que, moi, j'ai l'impression que cet homme a vécu une espèce de rêve qui a été sa réalité très très concrète pendant 30 ans, mais qui était un mirage, un rêve, quoi. Et c'est à peu près comme ça que je vois le cinéma, c'est-à-dire quelque chose d'à la fois extrêmement concret et de parfaitement rêvé, à la fois quand on le voit, le film, et quand on le fabrique aussi. Il y a quelque chose qui nous déporte un peu à côté ou qui nous fait flotter un peu au-dessus de la réalité. Enfin, et c'est comme ça que je conçois, moi, ma vie, en fait, puisque je fais ma vie autour des films. Donc c'est pas une leçon que j'en tire, mais c'est une aventure qui ressemble à ça. Après, oui, mon but, c'est que le film puisse faire aussi réfléchir et puisse mettre dans une position réflexive, méditative. Mais moi, je n'ai pas retenu une leçon ou je n'ai pas de leçon à donner
je trouve qu'il faut qu'on s'empare du film pour se laisser aller à réfléchir, à ressentir. Voilà. Et si vous l'auriez rencontré, ce soldat Onoda, qu'est-ce que vous auriez eu envie de lui dire ? Peut-être vous avez apprécié son action, vous avez apprécié son courage, ou alors vous avez trouvé que ce qu'il a fait était totalement ridicule. Vous lui auriez dit quoi ? Alors ce qui est compliqué, c'est que je ressens à peu près les deux choses, c'est-à-dire à la fois il y a quelque chose d'admirable ou qui force le respect, et en même temps il y a quelque chose d'absurde, de ridicule et même de condamnable chez ce personnage. Et j'ai vraiment les deux sensations en même temps, et c'est ce que j'ai essayé de mêler dans ce film, et à un moment d'oublier même les jugements moraux que je pouvais avoir sur lui. Donc c'est très compliqué pour moi. Si je l'avais rencontré en 2013, c'est-à-dire au moment où j'ai rencontrer son histoire, on va dire, je pense que je me serais contenté de l'écouter, quoi, et de voir ce qu'il pouvait encore dire de son aventure. Mais si je le rencontrais aujourd'hui et qu'il était encore vivant, là, je serais bien en peine de savoir quoi lui dire, parce qu'en fait, j'ai maintenant remplacé cette personne par un personnage dans mon film, et je serais bien gêné de me rendre compte qu'il n'est pas du tout le même, parce que je pense qu'il n'a rien à voir. Mon personnage n'a rien à voir avec la personne réelle, sans doute. Mais je le saurais jamais, puisqu'il est mort. Une dernière question qui n'a rien à voir avec Onoda. Vos projets, c'est quoi ? Je peux pas vraiment en parler précisément parce que c'est très embryonnaire. Je réfléchis à essayer de faire un film en France aujourd'hui et avec des personnages féminins. Mais tout ça est encore flottant. Je peux pas en dire beaucoup plus. Merci à vous, Arthur Harari, d'être venu de France tout spécialement pour moi, pour répondre aux questions donc, de ce podcast des interviews d'Eric Cooper. Je rappelle le titre du film Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, un film que je vous conseille chaudement d'aller voir. Avant de vous quitter, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez toujours liker ce podcast, vous pouvez le partager. Non, vous devez le partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, Tactic, je ne sais pas, tous ceux qui existent. Abonnez-vous aussi, comme ça vous permettra d'être tenu au courant de la publication du prochain podcast. Et puis, si l'envie vous prend, laissez un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, je vous dis merci. Que la force soit avec vous et à la semaine prochaine. Ça y est, c'est fini.